7 long years ago, a youngster in California vanished. Poor guy's just been through all these 7 years being molested. They showed up with another boy. This is Stephen today. He is holding 5-year-old Timothy White. He rescued another boy. There he is. There he is. Stephen was a national hero. Un enfant qui disparaît sans laisser de traces et qui réapparaît comme il avait disparu 7 ans plus tard accompagné d'un enfant de 5 ans, c'est l'histoire vraie incroyable que je vais vous raconter aujourd'hui. Découvrons ensemble l'affaire Steven Steiner. Générique. En 1980, la ville d'Ukiah, en Californie, ne compte qu'un peu plus de 11 000 habitants et se situe en pleine nature, un endroit où il fait apparemment si bon vivre qu'il en a inspiré une chanson portant son nom aux Doobie Brothers, un groupe de rock originaire de San Jose. Parmi les membres de la communauté, certains sont particulièrement appréciés, et c'est le cas de Jim et Angela White, un couple qui travaille dans le secteur de l'immobilier, tout en élevant les 2 enfants qu'Angie a eu de son précédent mariage, Nicole, qui a 6 ans, et Timothy James, plus couramment appelé Timmy, d'1 an son cadet. Malheureusement, ce long fleuve tranquille est bouleversé quand l'impensable se produit à Ukiah le jeudi 14 février 1980, un événement qui n'a rien des surprises auxquelles on aurait pu s'attendre en ce jour de Saint-Valentin. Entre 11h et 11h30, Timmy sort de l'école élémentaire Yokayo et du haut de ses 5 ans, il prend la direction de chez sa nounou parce que c'est là-bas qu'il doit prendre son déjeuner. Le petit garçon part de la Yokayo School, située ici, puis il fait un bout de chemin avec une de ses camarades de classe, Chrissy Ryan, et les 2 enfants se séparent à l'intersection entre la South Dora Street et la Luce Avenue, où Timothy s'engage seul. Il n'a plus que quelques centaines de mètres à faire avant d'arriver chez sa babysitter, il aurait donc dû arriver quelques minutes plus tard, mais ça n'est pas le cas, et au vu de son âge, l'inquiétude monte en flèche chez ses proches, d'autant plus qu'il n'est nulle part sur le chemin. La police est mise au courant immédiatement et dans l'après-midi, des recherches commencent pour retrouver Timmy. Elles se poursuivent même pendant toute la nuit suivante et les moyens déployés sont considérables. Le quartier et les champs environnants sont fouillés par les forces de l'ordre en quête du moindre indice et elles sont aidées dans leur tâche par de nombreux volontaires, simplement inquiets qu'un enfant du coin soit porté disparu. Malheureusement, ces recherches soutenues ne donnent rien du tout, malgré la mobilisation d'un hélicoptère pendant 6 heures le 15 février et la participation de plusieurs maîtres chiens pendant plus de 20 heures le lendemain. Ces derniers longent la rivière Roscian sur plus de 2 km en dépit de très mauvaises conditions météorologiques et chaque crique ou ruisseau est inspecté à la loupe, toujours sans aucun résultat. À ce moment-là, la triste nouvelle a déjà fait le tour d'Ukiah et un élan de solidarité se crée autour de Jim et Angela, le beau-père et la mère de Timmy, qui sont désespérés de voir que même la police n'a aucune idée de ce qui a bien pu lui arriver. Le pire est un temps envisagé lorsque les autorités reçoivent une information selon laquelle un enfant non identifié vient d'être admis dans un hôpital de San Francisco à la suite d'un accident de la route, mais des vérifications permettent d'avoir la confirmation très rapide qu'il s'agissait d'une fausse piste. Il semblerait que la dernière personne à avoir vu Timmy soit Christy, la fillette qui a marché avec lui après leur sortie de l'école, mais après ça, c'est le flou total, et ce ne sont pas les quelques voyants consultés qui permettent d'obtenir un éclaircissement, parce qu'ils donnent tous une version différente de ce qu'il s'est soi-disant passé ensuite. Les comtés environnants ont tous reçu le signalement, mais aucun n'a d'informations à donner à la police d'Ukiah, et c'est la même chose du côté des habitants, parce qu'aucun témoin ne se manifeste, et ce malgré la généreuse récompense proposée pour tout renseignement permettant de retrouver l'enfant disparu. Parce qu'en effet, une collecte de fonds organisée par les gens du coin a permis de rassembler quelques 15 000 $ en 24 heures, une somme qui, surtout à l'époque, aurait normalement dû motiver quiconque aurait vu quelque chose à parler. Le 21 février, soit une semaine après la disparition de Timmy, la police pense à présent qu'il a probablement été victime d'un enlèvement, même si aucune demande de rançon n'a pour l'instant été faite à ses proches. Malgré un travail acharné de la part des 22 membres des forces de l'ordre de la ville, qui, pour certains, planchent entre 16 heures et 18 heures par jour sur l'enquête, à la fin du mois, les certitudes manquent, et le FBI lui-même n'en sait pas beaucoup plus. Tous les proches de Timmy sont passés au détecteur de mensonges, y compris sa nounou et son père, James, qui vit dans le sud de la Californie, mais les résultats semblent indiquer qu'aucun d'eux ne ment. Les investigations sont donc au point mort, mais le 1er mars 1980, peu avant minuit,
Alors que la police commence à penser que l'enfant qu'il recherche n'est peut-être déjà plus de ce monde, un événement qui pourrait s'apparenter à un véritable miracle se produit. Un adolescent marche dans les rues désertes d'Ukiah et il n'est pas seul parce que la main du petit Timothy serre la sienne. Quand ils arrivent à proximité du commissariat, l'adolescent reste au coin de la rue et il dit à l'enfant qu'il doit y entrer en donnant son nom, mais quand un policier sort pour partir en patrouille, Timmy prend peur, fond en larmes et retourne en courant d'où il vient. L'officier, intrigué par la situation, se dirige dans leur direction pour les questionner, et quand le petit garçon décline son identité, il est immédiatement reconnu. Au cours de la nuit, Timothy peut enfin regagner son foyer et retrouver sa famille. Après un petit peu plus de 2 semaines d'absence, il a changé de couleur de cheveux et il semble un petit peu secoué, mais il va bien. C'est la bonne nouvelle que tous les habitants de la ville attendaient. Les enquêteurs, de leur côté, espèrent eux aussi obtenir des réponses à la multitude de questions qui sont toujours en suspens, la première étant bien entendu, que s'est-il passé en fin de matinée le 14 février 1980 ? Immédiatement, l'adolescent apporte la confirmation que Timmy a bel et bien été victime d'un enlèvement ce jour-là. En vérité, peu avant qu'il n'arrive dans la rue, une voiture y était déjà à l'arrêt avec, à son bord, le ravisseur et son complice. L'acte a donc été commis par 2 personnes. Le premier est resté au volant, pendant que le second prétendait avoir un souci de pneu pour tenter d'inciter l'enfant à s'approcher. Il lui a demandé s'il pouvait tenir le bouchon de valve pendant qu'il réglait le problème, mais ça n'a pas eu l'effet escompté du tout parce que Timothy a pris peur et il a essayé de s'enfuir. Parce qu'il se trouve que, comme un mauvais présage, peu de temps avant cette tragique journée, toute sa classe avait été mise en garde contre le danger que peut représenter un inconnu un petit peu trop désireux de faire monter un enfant dans sa voiture, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas mordu à l'hameçon. De plus, selon les dires d'Angie, Timmy ne serait de toute façon pas parti avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais malheureusement, la prudence avisée de son fils n'a pas été suffisante pour lui permettre d'échapper à ses ravisseurs. L'un d'eux a rattrapé l'enfant qui criait et s'était accroché à une clôture, il lui a fait lâcher prise et l'a jeté sur les sièges arrière du véhicule, qui a ensuite quitté les lieux en trombe. La question maintenant, c'est de savoir qui sont ces hommes. Eh bien, ce ne sont en réalité pas 2 hommes, mais un homme et un adolescent. Le premier a 48 ans. Il se nomme Kenneth Eugene Parnell et il a tout simplement soudoyé Randall Sean Poorman, âgé de 14 ans, pour qu'il l'aide à enlever un jeune enfant. Dans la nuit du 13 au 14 février, il lui a dit qu'il lui donnerait $50 et de l'alcool s'il lui filait un coup de main, en lui précisant qu'il voulait se faire ça pour se construire une famille. Sean accepte le marché et fait la route avec Kenneth depuis un endroit situé à côté de Manchester jusqu'à Ukiah, 2 villes distantes d'environ 75 km, soit un petit peu plus d'1 heure de route. Une fois sur place, ils prennent une chambre dans un hôtel, puis rôdent dans la matinée, jusqu'à avoir l'opportunité qu'ils attendaient quand ils aperçoivent le petit Timothy qui vient de sortir de l'école. Ils l'enlèvent, lui donnent du jus d'orange et des somnifères pour qu'il se tienne tranquille pendant le trajet, et ils regagnent l'endroit dont ils sont partis, à savoir une cabane sans électricité ni eau courante, dans une zone assez isolée. Après ça, Kenneth demande à Sean de s'en aller et menace de lui faire du mal, à lui ou à sa famille, s'il parle à qui que ce soit de ce qu'il vient de se passer. L'homme sait pertinemment que Timmy va être intensivement recherché, alors pour éviter au maximum d'éveiller les soupçons, il teint ses cheveux blonds en châtain foncé, et il lui donne d'autres vêtements, mais aussi un nouveau prénom, Tommy. Forcément, l'enfant est en panique et demande à retourner chez lui, ce à quoi Kenneth lui répond qu'il est là parce que ses parents ne veulent plus de lui et que, désormais, son père, c'est lui. Comme il l'avait dit à Sean, il aurait donc enlevé Timmy dans le seul but de se construire une famille, mais est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'un homme approchant de la cinquantaine puisse désirer avoir un enfant au point de commettre un enlèvement? D'autant plus que Dennis Gregory Parnell, l'adolescent de 14 ans qui a ramené Timmy à Ukiah, et lui-même son fils, du coup, l'excuse paraît légèrement bancale, parce qu'une famille, il en avait déjà une. Mais justement, là encore, a-t-on la vraie version de l'histoire? C'est aussi la question que se pose la police, parce qu'en interrogeant Dennis, les officiers découvrent qu'il est assez confus au sujet de sa propre identité, comme si tout était flou dans sa tête. Après de longues minutes de réflexion, l'adolescent finit par murmurer qu'il se souvient de son véritable prénom, Steven. Et hasard ou coïncidence, un enfant prénommé Steven est justement toujours porté disparu à Merced, une ville de Californie située à presque 400 km d'Ukiah. Et là vous allez me dire, mais du coup, quel rapport s'il s'agit d'un enfant? Eh bien, il se trouve que l'enfant en question a disparu
7 ans en arrière, à l'âge de 7 ans, ce qui lui en ferait maintenant 14. 1972, Stephen Stainer disappeared on his way home from school in Merced, California. He was 7 years old. 2 weeks ago, he walked into a police station in Ukiah, California with a younger child who had been kidnapped recently. Apparently, Stephen had been kidnapped and told that he had been adopted. Vous l'avez compris, Dennis Gregory Parnell s'appelle en réalité Stephen Gregory Steiner et sa véritable famille espère son retour depuis 1972. Pour que vous compreniez ce qu'il s'est passé, retour 7 ans plus tôt. Le 4 décembre 1972, dans l'après-midi, Steven est approché dans la rue à Merced, en Californie, par un certain Ervin Edward Murphy, qui, pour dire les choses de façon correcte, est un petit peu simple d'esprit. À l'époque, Ervin et Kenneth travaillent tous les deux au Yosemite Lodge, à The Falls, un hôtel situé en plein milieu du parc national de Yosemite, et Kenneth est non seulement parvenu à convaincre son collègue qu'il est un aspirant pasteur, mais aussi qu'il veut enlever un jeune garçon pour pouvoir l'élever dans la foi. Ervin n'est pas très malin et même plutôt du genre naïf, donc il a tout gobé sans problème, et ce qui l'a conduit à accepter d'aider Kenneth à mettre en place un plan qu'il pense à ce moment-là tout à fait honorable. Ce 4 décembre, donc, il parcourt les rues de Merced avec des tracts religieux à distribuer, dans le but d'avoir une excuse pour approcher les enfants qui sortent de l'école, et quand il aperçoit Steven, qui à 7 ans n'est pas accompagné, il décide de tenter sa chance. I was walking home from school and I was stopped by a man along the street just a few blocks from my house, and he asked me if I wanted to, me or my mother wanted to donate something to a church, and I had told him that my mother would probably want to, and so he offered me a ride home. Le petit Steven commence par décliner parce qu'il habite juste à côté, mais l'homme insiste et l'enfant finit par accepter. The car pulled up and I got in and they passed the road that I lived on, and I had told them that was the road I lived on. They said that we'll just call your parents to see if you can stay the night. Et effectivement, au lieu de se diriger vers le 1655 Bette Street, où habite l'enfant avec sa famille, il prend la route en direction d'une cabane près de Katis Valley. Une situation d'autant plus terrible d'ailleurs quand on sait que le grand-père maternel de Steven habitait à seulement quelques centaines de mètres de la dite cabane. Tout comme pour Timmy, Steven est recherché avec persistance après sa disparition, et Delbert, son père, affirme très rapidement qu'il pense qu'il s'agit d'un enlèvement. En effet, le parc national de Yosemite attire énormément de touristes dans la région, dont certains passent aussi à Merced, et il croit qu'il n'est pas impossible que l'un d'eux ait embarqué son fils. Au départ, la police n'est pas convaincue par cette hypothèse, parce qu'aucune preuve ne vient l'étayer, mais l'avis de recherche distribué précise quand même que la disparition de Steven pourrait être liée à un acte criminel. La dernière personne à avoir aperçu l'enfant est l'employé d'une station-service qui se trouve à 3 pâtés de maison de chez lui, mais personne ne semble savoir ce qu'il s'est passé ensuite. Après la disparition de son fils, Delbert passe des semaines à fouiller les maisons et immeubles abandonnés des environs, ainsi que les décharges, juste au cas où. L'investissement des forces de l'ordre comme des particuliers est lui aussi considérable, parce que tout le monde veut que Steven puisse retrouver son foyer. Les recherches ont même lieu dans 2 comtés différents, étant donné que le département du shérif du comté de Mariposa ordonne des battues qui s'étendent sur un rayon de 80 km. Le service des forêts des États-Unis et les rangers du parc national voisin s'impliquent également et passent de multiples prairies et terrains de camping au peigne fin, mais tous ces efforts ne donnent rien. Les quelques tuyaux reçus par la police de Merced ne mènent à aucune piste solide, et Noël arrive sans que Steven ne soit là pour ouvrir ses cadeaux. Delbert et sa femme Kay doivent alors se résoudre à expliquer à leurs 4 autres enfants qu'ils ignorent s'il rentrera jamais à la maison. Carrie, leur fils aîné, est particulièrement bouleversé par l'absence de son petit frère, parce qu'ils étaient très proches malgré leur écart d'âge de presque 4 ans, d'autant plus qu'ils étaient les 2 seuls garçons de la fratrie de 5. Après l'enlèvement de Steven, Delbert et Kay commencent en réalité à négliger leur rôle de parents, pendant que leur enfant disparu tente de se faire comme il peut à sa nouvelle vie avec Kenneth. Et en 3 semaines, il s'en est passé des choses, parce que son ravisseur l'a depuis renommé Dennis Gregory Parnell,
tout en le menaçant de lui mettre de sévères fessées s'il ne se fait pas appeler comme ça. Mais ce n'est pas tout, parce que quand il voit que Steven n'arrête pas de demander à être ramené chez lui, il lui sert de drôles d'excuses pour ne pas le faire. The first night they had said they called my parents and said it was all right that I stayed the night. The second night they said that they had called them again and said that I could stay another night. Then one of them went out and came back and said that he went to court and got in possession of me and said that I was his. En gros, il lui a dit « Maintenant, je suis ton père et tu fais avec ». Des propos qui sont d'ailleurs à peu de choses près les mêmes que ceux qu'il a servi à Timmy 7 ans plus tard pour lui expliquer son enlèvement. À ce moment-là, Steven est jeune, impressionnable, et il finit par croire à la version de Kenneth, qui déménage régulièrement avec lui par la suite pour éviter qu'il ne soit reconnu, s'installant un petit peu partout en Californie au fil des années. Malheureusement, son plan fonctionne et l'enfant grandit sans que personne ne comprenne quoi que ce soit à ce qu'il se passe vraiment, malgré le fait qu'il soit inscrit dans plusieurs écoles différentes. Steven est persuadé que sa famille biologique ne le recherche pas parce qu'elle l'a abandonné. Résultat, il ne raconte rien de ce qu'il a vécu, pas même à ses camarades de classe, qui croient eux aussi que Kenneth est réellement son père. Le truc, c'est qu'il n'a absolument rien d'une bonne figure paternelle, bien au contraire même, parce que très tôt, il laisse son soi-disant fils adoptif fumer, boire et sortir à sa guise, ce qui forcément ne déplaît pas aux gamins. Kenneth change régulièrement de travail et certains de ses boulots nécessitent qu'il s'absente parfois pendant plusieurs jours. Alors, pendant ce temps, il laisse Steven livrer à lui-même ou en compagnie de Queenie, la petite chienne Manchester Terrier qu'il lui a offerte. Une vie de mensonge qui dure 7 ans, 7 longues années, durant lesquelles Delbert et Kay continuent à espérer, sans vraiment plus trop y croire, qu'un jour, ils vont pouvoir revoir leur enfant disparu. Alors, imaginez un petit peu le choc qu'ils ont quand on leur téléphone vers 3h du matin dans la nuit du 1er au 2 mars 80 pour leur dire que Steven a refait surface à Ukiah. Ses proches se souviennent d'un enfant de 7 ans, mais c'est un adolescent qui en a le double qu'ils retrouvent. Il y a de quoi être sacrément secoué. Le Steven que ses parents ont devant eux à son retour n'est plus celui qu'ils ont élevé, d'autant plus qu'il souffre de nombreux traumatismes, parce qu'en vérité, Kenneth ne l'avait pas enlevé simplement parce qu'il voulait un fils. Dès la première nuit qui suit son enlèvement, il lui fait subir des attouchements, et seulement 13 jours après, dès le 17 décembre 1972, il commence à le violer. Pendant ces 7 longues années, Steven a donc été victime d'agressions sexuelles de la part de Kenneth, et pas que de la sienne d'ailleurs, parce qu'une dénommée Barbara Mathias a elle aussi participé. Cette femme de 37 ans rencontre le ravisseur en 1973, après qu'il l'eut embauché pour garder celui qu'il fait passer pour son fils, et au bout d'un moment, Barbara se met en couple avec Kenneth. En 1975, elle emménage dans le mobile home situé à Compch, qu'il partage avec Steven, pour qui elle représente d'ailleurs une sorte de figure maternelle depuis déjà 2 ans, mais elle s'en va un petit peu plus de 8 mois après. Sauf que pendant ce temps passé avec eux, elle n'hésite pas à prendre part à 9 reprises au viol que subit l'enfant de 9 ans, des agissements d'autant plus ignobles quand on sait qu'elle est elle-même maman d'un petit garçon de 12 ans. Le truc, c'est qu'en grandissant, Steven devient de moins en moins manipulable et il pose aussi de plus en plus de questions. En fait, en entrant dans la puberté, il comprend petit à petit que tout ce qu'il vit n'a pas grand-chose de normal. Il commence à se dire que ça paraît quand même fou que sa famille ait pu l'abandonner comme ça à l'époque. Bref, il perd peu à peu sa naïveté d'enfant. Sans surprise, tout ça ne plaît pas du tout à Kenneth, qui sent que sa victime échappe doucement à son contrôle, et il commence à se dire qu'il va falloir lui trouver un remplaçant, plus jeune et plus crédule. Ceci dit, l'idée d'un nouvel enlèvement avait visiblement déjà germé dans la tête du pédophile dès 1975, parce qu'il avait demandé à Barbara de lui ramener un enfant, chose qu'elle n'avait pas réussi à faire. Kenneth entreprend donc de faire de Steven son nouveau complice, mais à chaque fois que ce dernier essaye d'attirer un petit garçon dans son piège, ça ne marche pas. Il se garde bien de dire à son ravisseur qu'il échoue simplement parce qu'il le fait exprès. Du coup, début 1980, l'homme se retrouve seul avec un adolescent de 14 ans qui n'est visiblement pas assez doué pour pouvoir l'aider à mener son plan à terme, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'il en trouve un autre qui accepte de l'aider. Cet autre adolescent, c'est Sean Porman, un camarade de classe de Steven. La suite, vous la connaissez, Kenneth arrive malheureusement à ses fins, le 14 février 1980, quand il enlève Timmy à Ukiah. Steven, de son côté, voit celui qui abuse sexuellement de lui depuis des années revenir avec un enfant de 5 ans, et il comprend rapidement qu'il va lui arriver exactement la même chose s'il ne le sort pas de là très vite. Après son arrivée, Timmy pleure beaucoup et demande à voir ses parents, alors l'adolescent essaye de le distraire comme il peut en jouant avec lui,
ce qui fait qu'il s'attache rapidement au bambin et qu'il finit par décider de le ramener à sa famille à Ukiah. Seulement, il se trouve à 75 km de là et à plusieurs reprises, Steven veut prendre la route, mais il doit se raviser à cause de trop mauvaises conditions météorologiques qui rendraient ce long périple encore plus difficile, surtout avec un enfant aussi jeune. C'est finalement le 1er mars 1980 dans la soirée qu'il décide de tenter sa chance, après que Kenneth, qui occupe à ce moment-là un poste de nuit dans un hôtel, l'ait laissé seul avec Timmy pour aller effectuer une garde de nuit. Dès qu'il s'en va, l'adolescent et l'enfant prennent ensemble la direction d'Ukiah, dans le noir, et s'ils font une petite partie de la route à pied sous la pluie, ils parviennent heureusement à effectuer la majorité du trajet en stop. Une fois arrivé à destination, Timmy ne parvient pas à se souvenir de l'adresse de ses parents, et il guide Steven jusqu'à la maison de sa babysitter, mais il trouve porte close, et faute de savoir où aller dans la nuit, il se dirige finalement vers le commissariat. Ce soir-là, le calvaire des 2 victimes de Kenneth Parnell prend fin, et quelques heures après leur arrivée au poste de police, le pédophile est arrêté au Palace Hotel, l'établissement où il travaillait, d'ailleurs lui aussi situé à Ukiah. Ils sont couillons ces mômes quand même, hein. Ils auraient pu lui demander de les déposer. Dès le lendemain, l'extraordinaire courage dont Steven a fait preuve s'ébruite à vitesse grand V, et l'affaire va provoquer une importante frénésie médiatique qui n'aura pas que des retombées positives, loin s'en faut. Après avoir procédé à l'arrestation de Kenneth, la police découvre qu'il n'était pas inconnu de leur service, parce qu'en mars 1951, à l'âge de seulement 19 ans, il avait déjà été condamné pour avoir violé un enfant de 8 ans, qu'il avait piégé en se faisant passer pour un policier. Au moment des faits, il était marié et sa femme attendait une petite fille. L'enfant est né 4 jours avant son procès, et suite à ses agissements répréhensibles, son père s'est vu interdire toute forme de contact avec elle. Une mesure avisée si on en croit le médecin psychiatre qui l'avait examiné et qualifié de psychopathe sexuel pendant l'une de ses audiences, à la suite desquelles il a d'ailleurs écopé de 4 ans de prison. Kenneth Parnell a également passé 6 ans derrière les barreaux dans l'Utah pour vol à main armée et vol qualifié, et il s'est évadé à 2 reprises d'établissements psychiatriques. Il a ensuite eu une autre fille avec une seconde épouse, mais on sait finalement peu de choses sur ses enfants comme sur ses femmes. Bref, l'homme a eu un parcours qui laisse peu de place au doute quant à ses penchants criminels. Pourtant, quand Steven est interrogé par la police à ce sujet, il maintient dans un premier temps que Kenneth a eu un comportement tout à fait correct à son égard. Parnell, he wasn't around. She was usually just working. Did he ever hurt you? No. Did he ever try to touch you in a way he shouldn't have? Steven a même l'air d'éprouver une certaine tendresse à l'égard de son ravisseur, vous savez, un petit peu à la manière d'une victime souffrant du syndrome de Stockholm. Du coup, quand il retourne chez lui à Merced, début mars 1980, sa famille, la presse et le grand public ignorent tout de ce que Kenneth lui a réellement fait subir pendant 7 ans. Friends and officials wonder, could it be this was a man who simply wanted sons and believed this was the only way? Pour tout le monde, Steven est surtout le héros qui a ramené le petit Timothy White à ses parents. On behalf of the city of Ukiah, I want to thank Steve for starting out as a victim himself and becoming a hero. Il est encensé aux 4 coins du pays, les journalistes campent devant chez lui et ils suivent où qu'il aille. Il donne plusieurs conférences de presse et passe même à la télé. En fait, les yeux de l'Amérique sont littéralement braqués sur Steven. Steven was a national hero. He returns to Merced triumphant. Steven's return has been a joyous event. Within days, he's on Good Morning America. Steven Stainer was in school today here at Merced Union High School, but his mother says she doesn't want anybody interviewing him anymore while he's in class. Si Timmy se remet assez rapidement du choc qu'il a vécu, notamment parce que Steven l'a arraché à Kenneth avant qu'il n'eût eu le temps de l'agresser sexuellement, pour l'adolescent traumatisé de 14 ans, le retour à une vie normale est beaucoup plus compliqué. Compliqué d'abord pour lui, parce qu'il doit réapprendre à respecter les règles et à vivre en famille, mais aussi compliqué pour sa famille, parce qu'elle doit composer avec un proche qui a vieilli de 7 ans, loin de leurs yeux. Did you remember your parents well? They didn't change that much. I recognized them when I got out of the car. What about your brothers and sisters? They changed a lot. I never recognized either one of them. De plus, toute l'attention est en permanence portée sur Steven, les médias ne le lâchent pas, il est couvert de cadeaux,
Et la situation exaspère assez ses frères et sœurs, et notamment Carrie, l'aîné, qui vit particulièrement mal toute cette situation, pour ne pas dire qu'il est même très jaloux. There was a press conference outside the Stainer house on Betty Street, and everyone is smiling. There's a lot of jubilation. This is really some sort of a miracle that Stephen's come home. But if you look in the background, there's something worth noting, and it's Carrie in his baseball cap, and he's not smiling at all. Celui qu'on perçoit comme un héros a de son côté énormément de mal à reprendre ses marques, d'autant plus qu'un mois après son retour, le reste du monde apprend tout ce qu'il a subi pendant sa captivité. It's been learned that Polaroid pictures of little Steven Stainer in the nude were found in Parnell's cabin. Charges against Parnell also have been expanded to include conspiracy and lewd and lascivious acts upon a child. Malheureusement, les camarades de classe de Steven ne se gênent pas pour faire de ses agressions sexuelles passées un motif de harcèlement. Et si on aurait pu s'attendre à ce qu'au moins dans le cadre privé, il soit soutenu et aidé en conséquence après ces tristes révélations, ça n'est même pas le cas, parce que ses parents s'enfoncent dans le déni vis-à-vis de ses traumatismes. Delbert, qui est assez représentatif des patriarches machistes et homophobes qui existaient malheureusement en nombre à l'époque, soutient que son fils n'a aucun souci et qu'il va très bien, qu'il n'a besoin d'aucune forme de thérapie. You just wanted to get Steve into therapy so that he could get through it. And Del did not like therapists or psychologists or psychiatrists, especially. And he fought Steve getting therapy. En fait, il est beaucoup plus dérangé par le fait que son fils puisse être perçu par tout le monde comme un homosexuel que par le fait qu'il ait été violé par son ravisseur. En parallèle de tout ça, ce qui faisait déjà beaucoup, Steven doit également témoigner au procès de Kenneth en 1981. Une épreuve d'autant plus difficile pour lui que la sentence prononcée est plutôt légère. Le pédophile n'écope que de 7 ans de prison pour son enlèvement et celui de Timmy, les charges pour viol n'ayant pas été retenues faute de preuves, et seulement 5 ans après son incarcération, on lui accorde une libération conditionnelle. Ça fout les nerfs, hein ? Pendant des années, l'adolescent peine à sortir la tête de l'eau. En plus des médias qui sont toujours sur son dos, il est encore harcelé au lycée, tant et si bien qu'il finit par abandonner ses études. Il se met à boire excessivement et même à se droguer, ses relations avec son père deviennent très tendues, et il se fait virer de chez lui. Pour résumer, Steven entame une véritable descente aux enfers. Mais tout change en 1985 quand, à l'âge de 19 ans, il rencontre Jodie Edmondson, qui a 3 ans de moins que lui. Steven se met en couple avec elle, l'épouse, et grâce à son soutien, il commence à remonter la pente et devient même père de famille 2 fois. D'abord d'une petite fille, Ashley, et puis d'un fils, Steven Jr. Le jeune homme parvient peu à peu à vaincre les traumatismes laissés par son enlèvement, et c'est une expérience qu'il partage d'ailleurs volontiers auprès de groupes d'enfants pour tenter de les mettre en garde contre les dangers qu'ils peuvent courir dans les rues. Bien après l'affaire, il continue de donner des interviews aux journalistes qui le lui demandent, toujours dans le but d'essayer d'éveiller les consciences du plus grand nombre, et au fond, il le sous-entend lui-même, c'est aussi une forme de thérapie pour lui. Any chance I get to talk about it, I think really helps me deal with the problem. The more I talk about it, the better I can deal with it. En bref, Steven a su faire de son passé une force, il a trouvé une forme de stabilité, et il va mieux. En mai 1989, une mini-série inspirée de son vécu, nommée I Know My First Name is Steven, sort sur les écrans, et le vrai héros de l'histoire y fait même une brève apparition. Malheureusement, cet heureux pan de sa vie tourne court quelques mois plus tard. California police are searching this morning for the hit-and-run driver of a car that killed former kidnap victim Steven Stainer on Saturday. C'est le 16 septembre 1989, en rentrant chez lui après être sorti du travail ce jour-là, que Steven est tué dans un accident de la route à seulement 24 ans. Une mort aussi tragique que prématurée pour celui qui avait sauvé Timmy 9 ans plus tôt, et ce dernier, qui est maintenant âgé de 14 ans, décide d'ailleurs de lui rendre un hommage poignant en portant son cercueil le jour de son enterrement. En février 2004, Kenneth, leur ravisseur, est à nouveau condamné à l'âge de 73 ans après avoir tenté, écoutez bien, d'acheter un enfant de 4 ans contre la somme de $500. Oui, vous avez bien entendu, mais je vous rassure, c'était la dernière fois que ça arrivait, puisqu'il est mort en prison 4 ans plus tard. L'année suivant cette condamnation, Timmy devient adjoint du shérif du comté de Los Angeles,
Et tout comme Steven, ou peut-être grâce à lui, il a également eu la chance de se marier avec une certaine Deva, qui lui a donné 2 enfants, Anna et Lucas. Mais une véritable malédiction semble avoir frappé les victimes dans cette affaire parce que le 1er avril 2010, il meurt lui aussi prématurément d'une embolie pulmonaire à l'âge de tout juste 35 ans. L'histoire de Steven Steiner reste particulièrement triste, mais ce qu'on a retenu de lui après son décès n'était que du positif. Un beau mémorial lui a d'ailleurs été dédié au sein de l'Applegate Park à Merced. Ceci étant, les Américains n'ont pas fini d'entendre parler de la famille Steiner parce que Cary Steiner, le frère aîné, va faire la une des médias une dizaine d'années plus tard pour des raisons bien différentes. Mais je vous raconte tout ça la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!